On est reparti pour cet essentiel de l'ASCO 2022, vu par les experts, entre guillemets, de Gustave Roussy. Et je vous propose qu'on parle des cancers génito-urinaires. J'ai le plaisir d'être entouré par Laurence Albigès et par Johan Loriot. On va essayer de couvrir le cancer de la vessie, le cancer du rein et le cancer de la prostate. Et je crois que je dois commencer avec le cancer de la prostate. Volontairement, j'ai sélectionné uniquement 2 études. L'une et l'autre portent sur des patients atteints de cancer de la prostate métastatique d'emblée. Situation qui a beaucoup évolué au cours des, on va dire, 7 dernières années, avec d'une part l'avènement de la chimiothérapie, le docetaxel, puis rapidement, à partir de 2017, les hormonothérapies de nouvelle génération. Alors, 2 études. L'une est une analyse à plus long terme et la deuxième est une étude toute neuve. L'étude Enzamet a déjà été présentée en 2019 en plénière, publiée dans le New England. C'était la première étude qui posait la question d'utilisation de l'enzalutamide chez des patients atteints de cancer de la prostate métastatique hormonosensible, étude positive sur la survie globale qui a permis d'obtenir l'AMM pour ce médicament avec une deuxième étude de confirmation qui allait complètement dans le même sens. Et je vous rappelle que concernant les hormonothérapies nouvelle génération, on a le choix entre l'abiraterone, l'enzalutamide et la palutamide. Le darolutamide vient d'arriver en situation d'association à la chimiothérapie. L'étude Enzamet avait un design très pragmatique, castration plus bicalutamide, ou en tout cas vieille hormonothérapie, versus castration plus hormonothérapie nouvelle génération, ici l'enzalutamide. Alors, ce qui est intéressant dans l'analyse qui a été montrée à long terme, c'est à la fois bien sûr que ça confirme le bénéfice en survie globale sur l'ensemble de la population, mais ça bien sûr on s'en doutait, mais c'est surtout concernant le sous-groupe de patients qui ont été traités par docetaxel. Ce sont des patients qui ont été traités dans la dernière partie de l'essai. Donc, lorsque les données avaient été présentées initialement en 2019, leur suivi était encore court. On savait qu'il y avait un bénéfice en survie sans progression pour ces patients, mais concernant la survie globale, les données étaient évidemment immatures et on ne savait pas trop. On s'aperçoit qu'avec un suivi plus long, ces patients, en tout cas lorsqu'ils sont métastatiques d'emblée et non pas en rechute après traitement local, et qu'ils reçoivent du docetaxel, l'adjonction de l'enzalutamide permet d'améliorer leur survie globale avec une réduction du risque de décès de 27%. Finalement, confirmant les études dont on dispose depuis maintenant 1 an, avec d'abord l'étude PIS1 présentée l'an dernier avec l'abiraterone, qui montre que 3 médicaments font mieux que 2. Et puis, il y a 3 mois, à l'ASCO-GU, les mêmes résultats avec le darolutamide. Là encore, 3 médicaments font mieux que 2. Là, vous avez une 3e étude qui confirme ces données, en tout cas pour les patients métastatiques de novo. Chez les patients en rechute, c'est toujours plus compliqué. Et dans l'étude Enzamet, il s'agit de tout petits sous-groupes. J'avance. Alors, je vais vous faire grâce des Kaplan-Meier. On va passer vite parce que je déteste quand il y a 4 Kaplan-Meier les uns sur les autres. On ne voit plus rien, mais en gros, ça vous donne le même résultat. Si vous faites 3 médicaments, ça fait mieux que 2. J'avance. La deuxième et dernière étude dont je vais vous parler concernant le cancer de la prostate est une étude chinoise. Vous avez vu, ça fait plusieurs études chinoises dont on parle dans ce post-ASCO. Et c'est devenu, depuis 1 an ou 2, une constante des grands congrès, à la fois en phase 1, en phase 2 et même en phase 3. On avait en présentation orale la première étude d'un inhibiteur du récepteur des androgènes de nouvelle génération, similaire sur un plan chimique à l'enzalutamide et à la palutamide, mais pas exactement la même molécule. Il s'appelle pour le moment SHR3680. Il n'a pas encore de nom en ID. Et il était testé par les collègues chinois dans cette même situation de cancer de la prostate d'emblée métastatique, dit à haut volume, c'est-à-dire avec beaucoup de métastases osseuses ou avec des métastases viscérales.
Le médicament était associé à la castration et était comparé à une association castration plus bicalutamide. Alors, premier commentaire de cette étude, le bras contrôle est très critiquable. On n'a pas exactement la période d'inclusion de cette étude, mais je vous l'ai dit, ça fait maintenant 7 ans que l'on sait qu'il faut intensifier les patients métastatiques d'emblée, a fortiori les patients en volume, c'est-à-dire les patients qui ont la maladie la plus méchante. On sait que la survie globale est améliorée et par la chimiothérapie et par une hormonothérapie nouvelle génération. Et je viens de vous le dire, de les associer fait encore mieux. Eh bien là, dans cette étude chinoise, le bras contrôle, c'était l'hormonothérapie conventionnelle à l'ancienne, celle qu'on utilise depuis 70 ans, c'est-à-dire un bras contrôle faible et à l'heure actuelle probablement inéthique. Quand on voit la tête des Kaplan-Meier que je vais vous montrer juste après, on n'a pas l'impression que ces patients ont été inclus avant 2015. Donc là, il y a un vrai souci éthique. Toujours est-il que l'essai est positif, et très positif. Vous le voyez en termes de survie sans progression radiologique, ce qu'on utilise dans le cancer de la prostate, 50% à 2 ans versus 72%, donc bénéfice énorme, le petit P n'a pas besoin de commentaires. Et puis en survie globale, on est un petit peu vénard dans le cancer de la prostate, on est habitué à voir des Kaplan-Meier de ce type, avec des courbes qui ici se séparent. Mais je vous le dis, ce qui me choque dans cette histoire, c'est là encore que le bras contrôle est un bras contrôle à l'ancienne qui est difficilement justifiable à l'heure actuelle. Le hasard ratio est quand même à 0,58 pour la survie globale. Il n'y a quand même pas beaucoup d'études qui sortent avec un hasard ratio de ce type pour la survie. Concernant la qualité de vie, on retrouve des choses qui ont été présentées il y a déjà maintenant 5 ans avec la biratérone, et on voit un bénéfice très net non seulement dans la durée de vie, mais aussi dans la qualité de vie. Et il est rare que les courbes de qualité de vie se séparent d'une telle façon. Vous voyez, c'est très très net là encore en faveur du médicament. Deuxième critique de cette étude, on ne sait pas comment ont été traités les patients dans le bras contrôle au moment où ils ont progressé, et du coup on ne sait pas combien d'entre eux ont eu accès à un médicament efficace, un taxane, une hormonothérapie de nouvelle génération, etc. Enfin, les effets secondaires. Dans l'ensemble, on a l'impression que c'est une molécule qui est plutôt bien tolérée, avec, vous voyez, la prise de poids, elle est comparable au bras contrôle, les gens vont mieux et du coup ils prennent un petit peu de poids. On voit surtout des effets métaboliques sur l'hypercholestérolémie, l'hypertriglycéridémie, des choses comme ça, un peu d'hypertension mais pas beaucoup, et un petit peu d'élévation des transaminases, comme on peut voir pour le coup avec la biratérone. Voilà, c'est tout ce que j'ai gardé sur le cancer de la prostate, parce que le reste était très préliminaire, était surtout des redites des congrès que l'on avait déjà vus. Karim, peut-être une question sur cette dernière étude, le SHR 3680. Nous n'avons pas vu sa formule chimique. En quoi elle est vraiment différente des molécules dont on dispose actuellement? Alors, pour tout dire, je n'ai pas été vérifié sur Internet si elle a été rendue publique. Elle a été annoncée comme étant similaire à l'enzalutamide et donc à la palutamide, mais sans qu'on nous donne le détail de la différence. Donc je ne peux pas te donner la réponse. On passe aux tumeurs urothéliales. Parfait, merci. Là encore, concernant le cancer urothélial, pas de grandes nouveautés. Beaucoup d'actualisations d'études déjà présentées, celles qui avaient permis de démontrer l'amélioration de survie des patients traités par avelumab ou l'enfortumab. Et donc au final, à cet ASCO, peu d'études de stratégie. Et donc je vais centrer mon propos sur surtout 2 éléments. Le développement de nouveaux médicaments, avec le RC48, qui est sans doute un nouveau venu dans la famille des anticorps conjugués, qui est une grande famille maintenant au sein du traitement du cancer urothélial, et puis la fin des anti-angiogéniques, sans doute définitivement enterrés. Alors vous savez qu'on peut, en tout cas on a des études positives avec 2 anticorps conjugués actuellement, l'enfortumab vedotin et le sacituzumab govitecan. Eh bien à l'ASCO, nous avons eu pas mal de résultats d'études de phase 2, de phase 1 et de phase 2 concernant le RC48, qui est un anticorps conjugué qui va cibler HER2 et auquel on a greffé des molécules de chimiothérapie, en pratique l'auristatine. Et là encore, plusieurs études chinoises, donc avec ce médicament qui a été développé par le laboratoire BeiGene, qui est développé maintenant par Seattle Genetics, donc d'études de phase 2 qui vont évaluer ce médicament chez des patients métastatiques préalablement traités par chimiothérapie et bien souvent de l'immunothérapie.
Et comme vous le voyez à gauche, les taux de réponse sont importants chez ces patients qui sont assez avancés dans leur maladie, en particulier chez des patients qui ont déjà reçu de la chimiothérapie, l'immunothérapie, le taux de réponse excède 50%. Les patients qui ont des métastases viscérales, là encore, obtiennent un taux de réponse de 50%. Et donc il y a une bonne corrélation avec le niveau d'expression de HER2, comme vous le voyez, 60%, plus de 60% de réponse chez les patients dont l'expression au sein de la tumeur est importante. Il y avait également une étude qui évaluait le même médicament chez des patients dont la tumeur exprimait faiblement HER2 ou pas du tout. Et là encore, le taux de réponse était important, d'environ 30 à 35%. Donc les données de survie sans progression sont vraiment très encourageantes. De même que les données de survie, comme vous pouvez le voir, ce sont des données de survie qui sont assez inhabituelles dans le cancer urothélial chez des patients en particulier préalablement traités par chimiothérapie et immunothérapie. Et l'étape ultérieure est d'essayer de combiner cet anticorps conjugué avec l'immunothérapie en suivant le modèle de l'enfortumab vedotin qui, vous le savez, actuellement est combiné avec le pembrolizumab. Et donc, dans cette étude de phase 1, on pouvait inclure des patients vierges de tout traitement par chimiothérapie ou préalablement traités, là encore avec la chimiothérapie, mais évidemment exclu l'immunothérapie. Et comme vous le voyez sur cette diapositive, là aussi, les taux de réponse sont vraiment importants, de plus de 70%, avec des durées de réponse qui sont assez inhabituelles, encore une fois. Les données de survie sans progression sont plus de 9 mois et données de survie vraiment intéressantes, avec une médiane de survie qui n'est pas atteinte. Johan, si tu peux revenir peut-être sur le waterfall plot, là, concernant l'expression de R2, la corrélation a l'air d'être faible, non ? Alors c'est assez difficile de répondre parce qu'il y avait sans doute un enrichissement de patients avec expression de HER2. Ça reste une étude de phase 1 avec un nombre de patients relativement limité. Mais on voit quelques patients qui n'avaient pas du tout d'expression de HER2 qui malgré tout répondent à cette combinaison. Et donc il faut plus de données, évidemment. On n'engraisse pas les cochons avec de l'eau de farine. Donc il faut des études de phase 2, des études de phase 3 qui vont avoir lieu, y compris en Europe dans les mois qui arrivent. Mais en tout cas, des données très, très encourageantes de mon point de vue. Le deuxième point, c'est la fin, a priori, des anti-angiogéniques. Vous savez qu'on avait eu des échecs avec le lenvatinib, avec le sunitinib, avec l'Avastin. Et nous avons les résultats finaux d'une étude anglaise, l'étude Atlantis, qui propose de traiter des patients par cabozantinib à l'issue d'une chimiothérapie de première ligne, à l'issue de laquelle les patients auraient un bénéfice clinique, c'est-à-dire au moins une stabilité. Vous savez que l'avelumab est approuvé dans cette indication. Et donc le cabozantinib était donné à la dose de 40 mg à ces patients. Et vous voyez qu'on ne fait pas mieux qu'un placebo, que ce soit pour la survie sans progression, qui était le critère principal de l'étude, ou de la survie. Il existe une étude de phase 3 en cours aux États-Unis qui combine le cabozantinib à l'avelumab, mais à mon sens, on n'a vraiment pas beaucoup d'arguments pour aller plus loin. Avant qu'on passe au cancer du rein, concernant le limiteur de R2, est-ce qu'on est sûr de la cible, étant donné cette efficacité vue, en tout cas sur quelques patients sans expression, avec une expression très faible ? On rejoint un peu ce qui a été vu un peu dans le cancer du sein. C'est vrai que l'expression de HER2 est relativement rare en fait dans le cancer urothélial, c'est à peu près 10%, 10-15% en fonction du type d'outils que l'on utilise, mais malgré tout on ira un peu plus loin. Comme je le disais, avec les études de phase 2, de phase 3, il y aura sans doute un peu plus de biopsies en cours de traitement ou à baseline pour qu'on puisse poser cette question de façon propre. Et peut-être encore une question, Johan, aujourd'hui les ADC en France en pratique, où est-ce qu'on en est ? Le positionnement est chez les patients très pré-traités. Quelle est la prochaine étape ? Alors aujourd'hui, la HAS a octroyé un accès précoce à l'enfortumab vedotin en France, donc nous sommes chanceux. Donc nous pourrons l'utiliser dans les semaines qui arrivent en pratique. Donc nos patients français vont pouvoir bénéficier de cette innovation. Concernant le sacituzumab govitecan, ce n'est pas le cas. Il y a une étude de phase 3 qui inclut des patients préalablement traités par chimiothérapie et immunothérapie, mais on est en avance, je dirais, par rapport à nos collègues européens. Laurence, tu nous parles du cancer du rein ? Volontiers. Donc le cancer du rein, c'était une petite année. On a eu une phase 3 importante qu'on attendait. Et puis, après beaucoup d'analyses post-hoc, d'études, comme on a pu le voir dans d'autres tumeurs génito-urinaires. Et je vais vous présenter une phase 1, puisque l'IGR a été largement impliqué dans son développement. Alors, pour vous rappeler la situation en termes d'adjuvants dans le cancer du rein, il y a eu
beaucoup d'essais et de très larges essais de phase 3 testant les anti-angiogéniques, globalement tous négatifs sauf un, qui était l'étude ESTRAC en France et internationale, qui était une étude positive. Mais pour autant, comme l'ensemble des études testant les anti-angiogéniques étaient négatives, vous savez qu'en France et en Europe, nous n'accédons pas aux anti-angiogéniques en situation adjuvante. Et puis, il y a quelques mois de cela, l'année dernière, on vous présentait les résultats du pembrolizumab en situation adjuvante, premier inhibiteur de checkpoint qui avait été développé, étude positive en DFS. On attend les études suivantes et on attend plus de follow-up et notamment éventuellement la démonstration d'un bénéfice en survie qu'on n'a pas encore. Et bien là, ce qui a été présenté, c'est une large étude de phase 3 qui testait une thérapie ciblée qui est un inhibiteur de mTOR. Et c'était une étude qui a donc été menée il y a à peu près 10 ans de cela, qui randomisait les patients au risque de rechute entre un placebo et l'éverolimus, puisque c'était une des thérapies ciblées qu'on utilisait largement dans le cancer du rein à ce moment-là. Alors, je vais aller rapidement sur les résultats qui sont une très large étude, à peu près 1500 patients, 770 par bras. 55% de patients qu'on considère à très haut risque de rechute, c'est-à-dire des tumeurs T3, grade 3-4, les patients qui ont des maladies N+, opérées, puis 45% qu'on appelle les risques intermédiaires élevés. C'est une population qui est superposable à celle qu'on avait dans l'étude Pembro adjuvante qu'on a discuté ensemble il y a un an. Le suivi médian est d'à peu près 6 ans et demi. Donc, vous voyez qu'il faut du temps pour avoir des réponses. Et il y a un delta non significatif, j'insiste sur le non significatif, en faveur de l'éverolimus. On est en temps jusqu'à progression et pas de bénéfice en survie. Ici, c'est la courbe de Kaplan-Meier en survie, pas de bénéfice en survie et donc pas d'impact à cette étude de phase 3. Donc pour ce qui est des thérapies ciblées, c'était la dernière que nous attendions et les inhibiteurs de mTOR ne viennent pas changer la donne en situation adjuvante. La deuxième étude que j'ai choisi de vous présenter, et Capucine, qui va présenter les phases 1, m'a laissé aimablement la présenter, c'est une étude que j'ai présentée dans une session dédiée au bispécifique. Et c'est un bispécifique qui cible à la fois CTLA4 et PD1. Donc en fait, c'est une double immunothérapie, mais sur un seul médicament qui est développé par AstraZeneca. Et cette étude de phase 1 comprenait toutes les tumeurs solides pour sa phase d'escalade de dose, et puis ensuite a eu des cohortes d'expansion dans le cancer du poumon et dans le cancer du rein, avec 3 paliers de dose testés dans les cohortes d'expansion. Et là, ce qui a été rapporté, ce sont les 2 premiers paliers de dose à 1500 et 750 mg. C'est un médicament qui s'administre par voie intraveineuse toutes les 3 semaines. C'est un médicament qui est associé à un haut niveau d'effets secondaires lorsqu'on regarde le palier de dose à 1500. Vous voyez à peu près 70% d'interruptions de traitement liées à des effets secondaires qui diminuent à 28% quand on regarde le palier à 750. Et donc, en gros, on se situe à 50% d'effets secondaires grade 3-4, ce qui nous ramène, lorsqu'on regarde le palier de dose à 750, à ce que l'on a avec nivolumab et ipilimumab aujourd'hui. Pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'on a l'impression que cette stratégie thérapeutique de compiler les 2 médicaments en un seul médicament est très active. Et là, c'est des patients traités en première ligne, puisque dans les cohortes d'expansion, on pouvait traiter les patients en première ligne. Et pour revenir à la question de Karim tout à l'heure, ici, on ne voit pas d'effet de dose sur ce médicament. Qu'on traite les patients à 1500 ou à 750 mg, on a une profondeur de réponse qui est tout à fait significative et on a un taux de réponse qui est supérieur à 50%. Les données sont encore en train de maturer puisqu'on a un follow-up qui est assez court. Donc juste pour vous montrer qu'il y a des développements qui se poursuivent avec ce bispécifique. Aujourd'hui, la question de la toxicité n'est pas 100% résolue. On teste un 3e palier de dose à 500 mg, mais les patients clairement ont des réponses très profondes, notamment sur des maladies très agressives. Là, sur la diapo de droite, c'est un patient traité à Gustave Roussy avec une maladie hépatique et osseuse très avancée et qui a une réponse majeure et qui est en réponse complète à plus d'1 an de l'arrêt du traitement. Donc voilà un médicament qui va poursuivre son développement seul et en association dans le cancer du poumon et dans le cancer du rein. Sur le plan de la tolérance, tu retrouves des choses similaires aux doubles associations ou au contraire plus de toxicité ? Non, c'est une bonne question. Alors, c'est des toxicités qu'on connaissait. Donc, c'est des toxicités qui sont plutôt tirées par le CTLA4, qui diminuent clairement quand on réduit le palier de dose, alors qu'on a l'impression que l'activité reste très présente, qui nécessite un suivi particulier. Là, c'était une phase 1B avec des cohortes d'expansion. Donc, les patients étaient suivis de près. Mais c'est un médicament probablement assez prometteur. Est-ce que c'est lié au fait que, finalement, l'imitation de CTLA4 est poursuivie dans le temps ? Si tu le compares à l'IPI niveau traditionnel, je dirais. Donc,
Probablement pas, parce que les toxicités, on les voyait assez précocement, et donc parfois même avant, on va dire, les 4 premiers cycles. Donc ça n'est pas qu'une question d'exposition dans le temps, mais c'est probablement le fait que les deux cibles soient aussi proches, PD1 et CTLA4, qu'en fait, tu es en train de cibler les mêmes lymphocytes. Tu peux nous en dire plus sur le plan de développement imaginé où les choses sont-elles publiques? Alors, en fait, on attend d'avoir la dernière cohorte à 500 mg. Aujourd'hui, il y a clairement une stratégie qui est d'aller en association, puisque vous savez que dans le cancer du rein, on essaye d'avoir à la fois l'approche anti-angiogénique, ou en tout cas la voie du VEGF, et la double immunothérapie. Pour l'instant, c'est encore un petit peu trop tôt. Dans le cancer du poumon, c'est en association avec la chimiothérapie. Super, merci beaucoup. Je crois qu'il y a des questions. Merci. Donc on voit bien qu'on a des données prometteuses dans les cancers urotheliaux et rénal, pas matures, donc il faut attendre un peu. Question pour Karim. Tu nous as parlé de l'intérêt de l'association hormonaux de nouvelle génération plus chimiothérapie. Est-ce que vous avez travaillé sur les facteurs prédictifs pour sélectionner la population qui a même de bénéficier de ça? Parce qu'aujourd'hui, on a des résultats exceptionnels avec l'hormonothérapie de nouvelle génération. Merci. Alors malheureusement, et malgré bien 20 ans d'efforts de toute une armée d'équipes, on n'a pas de biomarqueurs permettant de prédire l'efficacité de la chimiothérapie, et c'est vrai en général pour la chimiothérapie, et c'est vrai pour les taxanes qu'on utilise dans le cancer de la prostate. Alors, pour le moment, enfin, il y a un gros débat sur le plan clinique, en termes de biomarqueurs cliniques, pour savoir si, au-delà des hormonothérapies de nouvelle génération, tous les patients ont la même chance de bénéficier d'une chimiothérapie ou si il faut réserver celle-ci à des patients qui auraient une masse tumorale plus importante. Une étude est en faveur de cette deuxième hypothèse, une étude américaine, Charted. L'étude anglaise, beaucoup plus grosse, vient complètement contrecarrer ces données et montre que finalement, qu'on ait 2 métastases ou qu'on en ait 25, on bénéficie de la chimiothérapie sur un plan statistique, évidemment pas sur un plan individuel. Donc on est enquiquiné. Pour le moment, concernant la triple thérapie, on a des données dans PIS1 avec des données de survie globale qui sont améliorées pour les patients qui ont une charge tumorale importante. Et pour les patients qui ont une charge tumorale faible, on a des données qui sont simplement immatures. Mais on a un bénéfice en PFS qui est du même ordre dans les deux cas. Donc pour le moment, c'est débattu. La plupart des gens, je pense, considèrent qu'ils vont réserver la chimiothérapie à des patients qui ont une charge tumorale importante, en tout cas pour le moment en France et pour sûr aux États-Unis, quand ils utilisent la chimiothérapie, les Anglais diraient exactement l'inverse et avec des arguments qui se tiennent complètement. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les cancers génito-urinaires? Non, c'est bon? Bon, eh ben, je remercie les deux orateurs si présents. Et on se donne 2-3 minutes avant de se retrouver pour les tumeurs cérébrales. À tout de suite.